Voilà, donc le webinaire est démarré. Eh ben, bonjour à tous, c'est Alexandre Lebeau. Je serai bref, surtout que qu'on m'entend pas parfaitement bien. Donc, je suis content d'avoir enfin pu organiser ce webinaire éco-conception. Tout ce qui se passe depuis un an, c'était compliqué. On a trouvé un moyen, je dirais, un peu plus simple de ne pas le repousser une nouvelle fois. J'aurais préféré qu'on puisse tous se voir physiquement, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Donc, l'idée, c'est de simplement avoir une première approche de tout ce qui est éco-conception. Parce que, pour rappel, M. Céboulot, donc la plupart de nos collaborateurs travaillent sur la conception, le développement, la gestion de projet dans l'industrie. Alors ça peut être varié, il y a des gens qui travaillent dans l'automobile, d'autres dans les machines agricoles, d'autres encore dans tout ce qui est électroménager, ou même le domaine de l'énergie, des turbomachines. Et moi, je le vois bien dans mon quotidien, tout ce qui est développement durable, environnement, c'est des mots qui sont de plus en plus présents dans les CV, de plus en plus présents dans ce que les gens ont envie de faire. Et donc, aussi à l'initiative d'un de nos collaborateurs, qui évoquait c'est un sujet très important, on a eu l'idée d'organiser ce webinaire où on puisse voir un petit peu comment intégrer l'éco-conception dans les projets industriels. Donc, je vais laisser la parole à Roland Sémilot. Très bien, merci pour votre intervention, enfin votre invitation à intervenir auprès de vous. Alors je vais allumer brièvement ma webcam, si ça veut bien fonctionner. Voilà, juste pour que vous puissiez me voir quelques instants, puisque à force d'être toujours comment dire, de faire des échanges. Voilà, c'est dur de se coiffer avec l'image inversée, bref. Donc voilà, donc je me présente en effet Ronan Sébilot, donc je suis de la Chambre de commerce et industrie Alsace Eurométropole, et donc je suis conseiller en économie circulaire, et donc j'ai une certaine expérience dans le sujet éco-conception en secteur industriel. Et donc on vous proposait en effet en ce vendredi après-midi d'avoir un temps d'échange sur ces sujets d'éco-conception. Et donc, a priori, on est ensemble jusqu'à 15h30, sachant que voilà, dans les échanges, donc on est à peu près une 17 personnes. Donc, ce qui sera intéressant, ce sera en fonction de mes moments d'intervention, que vous puissiez aussi pouvoir me poser des questions. Alors, soit à travers le chat, puisqu'il y a également un système de chat dans l'interface, ou soit vous pouvez également dans l'interface normalement lever la main et du coup, si du coup vous avez en effet des questions à poser un peu plus longues que par écrit, on pourra regarder également comment vous donner la parole si vous êtes bien équipé d'un micro. Voilà, alors par rapport à ce sujet de l'éco-conception, qui est quand même un sujet vaste et relativement complexe, je dirais, je vous ai vraiment simplifié l'approche en le résumant, je dirais, en 11 questions clés qu'il faut pouvoir se poser en entreprise quand on veut commencer à travailler sur comment intégrer l'éco-conception dans le développement de ses produits. Et ça, c'est vraiment basé sur, je dirais, mon retour d'expérience en entreprise. Donc forcément, je vais vous amener de la théorie, mais je vais aussi vous amener tout de suite, je dirais vraiment les éléments, les questions clés auxquelles votre client, vos clients peuvent être confrontés, ou vous-même vous pouvez être confronté si certains de vos clients, on va dire, commencent à aborder ce sujet. Alors, pour commencer, alors je présente, je dirais, l'équipe avec laquelle je travaille. Donc, je travaille vraiment au sein d'une équipe à l'échelle de la région Grand Est, et on travaille avec les entreprises sur deux axes majeurs en environnement. Le premier, c'est tout ce qui est énergie, et on va travailler avec les entreprises sur tout ce qui est efficacité énergétique sur site industriel. Donc, voici mes trois collègues qui sont chacun sur un territoire secteur Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace. Une nouvelle activité qu'on est en train de développer, c'est tout ce qui est travail sur je vais utiliser le pointeur, ce sera plus visible. C'est surtout ce qui est énergie renouvelable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe pas mal aujourd'hui. Et puis donc, on travaille avec les entreprises aussi sur tout ce qui est économie circulaire, efficacité matière,
Et donc voilà, donc moi je suis sur le territoire Alsace et je suis référent sur le sujet éco-conception à l'échelle du Grand Est. Voilà, donc ça fait, on va dire, ça va faire plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet. En conseil, je dirais premier niveau en entreprise. Et donc ma mission, bah, c'est de sensibiliser les entreprises sur ce sujet, et puis celles qui veulent avancer sur ce sujet, vraiment être en amont du projet avec elles pour les aider à défricher le sujet, à défricher le terrain et à identifier, ben, en fonction des cas notamment, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme cofinancement ADEME Région, qui sont donc nos partenaires sur ces sujets, et ou quel expert à faire intervenir si l'entreprise a besoin d'experts externes sur ces sujets. Alors justement, voilà un exemple d'accompagnement en cours, donc un accompagnement collectif qui s'appelle Civiso 14001. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est de travailler sur l'éco-conception dans le cadre de la 14001, puisque la 14001 version 2015 maintenant impose aux entreprises de travailler dans une perspective de cycle de vie, et donc en fait de faire de l'éco-conception, même si ce n'est pas dit clairement dans la norme 14001. Et donc voici différentes entreprises, donc ça c'est vraiment un groupe avec des activités très différentes. Donc voilà, donc on a par exemple Axon Cable, ils sont spécialisés dans tout ce qui est câble secteur automobile, aérospatial. BASF Beauty Care Solutions, c'est tout ce qui est formulation de composants au niveau des produits crème douche, etc. Eiffage Énergie, vous connaissez sûrement Clemcy, donc là c'est la partie remanufacturing de moteurs électriques. General Electric à Champignol, donc sur tout ce qui est euh, comment dire, composants pour les éoliennes. Graphique, qui est une entreprise comment dire, de impression. Papeterie des Vosges, Alsace Chimie sur Chalampé qui fait du polyamide 6,6. Sparflex qui fait de l'emballage industriel pour le secteur Champagne. Et puis TTM Environnement, un prestataire déchets. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un accompagnement en cours, et là j'ai fait en particulier cette présentation, vraiment, on avait encore hier une journée entière de formation sur un sujet, et voilà, ça m'a permis de revoir clairement quelles sont vraiment des questions clés auxquelles vous êtes confrontés, ou si vous n'êtes pas confronté à ces questions clés, il faut les repérer pour les traiter tout de suite. Alors commençons par les enjeux. Donc là je vais vous rappeler un certain nombre d'éléments, comme le disait Monsieur Lebeau, qui fait partie, qui est pas mal diffusé aujourd'hui au niveau des médias. Vous en avez forcément connaissance, à un plus ou moins grand degré, mais ça c'est important parce que si ça on ne l'a pas en tête, tout ce que je vais dire derrière n'aura pas forcément la même valeur. Donc les enjeux, voilà, je vous apprends rien, mais 80% des énergies mondiales, ce sont des énergies fossiles carbonées, avec pétrole, gaz, charbon. Donc voilà, donc ça, il faut bien l'avoir en tête. On peut avoir l'impression que les énergies renouvelables se développent. Au final, aujourd'hui, ça reste quelque chose de très marginal. 80% de l'économie mondiale, c'est des énergies fossiles. Et ça a une conséquence, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont en hausse. Donc là, vous le voyez sur ce graphique, par rapport, on va dire, aux années 1800. Donc on est sur des ordres de grandeur très importants en termes d'émissions d'équivalent carbone. D'où vient ce carbone que l'on émet? Donc là, vous le voyez avec ce graphique. Là, en marron, c'est tout ce qui est charbon. Et ça, c'est aussi étonnant. On pourrait croire qu'aujourd'hui, la place du charbon dans le mix énergétique au niveau mondial, c'est plus grand-chose. En fait, bah, c'est quand même, on va dire, un bon quart. Notamment tout ce qui est production d'énergie en Chine ou pays asiatiques, c'est pas mal basé sur tout ce qui est charbon. Donc pétrole, gaz. Calcination, ça c'est tout ce qui est production de chaux pour faire du ciment. Tout ce qui est déforestation, le méthane, donc ça c'est plus d'origine agricole, et puis le reste. Et ça a une conséquence, c'est que, c'est assez basique à comprendre, c'est que plus de gaz à effet de serre, ça fait qu'aujourd'hui on a plus d'effet de serre. Et cet effet de serre fait qu'aujourd'hui on est sur une température planétaire qui est en hausse par rapport à une moyenne, par rapport aux années 1800. Et aujourd'hui, donc ça c'est pas du projeté, c'est du mesuré, on est à 1,1 degré d'anomalie de température au niveau planétaire. Donc ça vraiment, ça c'est quelque chose de très impactant. Voilà, donc ça c'est vraiment ce sujet
majeur sur lequel on va travailler, on va échanger finalement en ce début d'après-midi. Un autre élément important, c'est aussi un petit peu en tête, je dirais, le fonctionnement de tout ce qui est effet de serre, hein. On l'a tous vu normalement lors de nos études primaires, voire secondaires. L'effet de serre, c'est un mécanisme qui est important. S'il n'y avait pas d'effet de serre sur Terre, on serait à moins 18 degrés de température planétaire. Donc à moins 18 degrés sur Terre, ce ne serait pas viable pour la vie. Grâce à l'effet de serre, on est sur des températures moyennes, on va dire autour de 15-20 degrés. Et cet effet de serre, en effet, c'est le fait que l'énergie qui vient du Soleil, qui reste constante, quand il arrive sur Terre, il passe la haute atmosphère, une partie de l'énergie va sur Terre, chauffe la Terre, et par effet de rayonnement, cette énergie retourne dans l'atmosphère. Et une fois qu'elle arrive au niveau de l'atmosphère, comme il y a du CO2 et d'autres gaz à effet de serre, une partie de cette énergie, au lieu de repartir tout de suite dans l'espace, revient à nouveau sur Terre et fait qu'on n'est pas à moins 18 degrés. Le problème, c'est que plus il y a de CO2, plus il y a de gaz à effet de serre, plus cet effet s'accentue. Donc le Soleil va envoyer la même quantité d'énergie qu'il y a 1 milliard d'années. Par contre, on va de plus en plus accumuler de la chaleur, on va dire, sur Terre. Donc, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que, même si c'est pas forcément à ça qu'on pense chaque matin quand on se lève, c'est qu'on est collectivement face à un choix. Aujourd'hui, il y a deux choix possibles. Alors, on pourrait se dire, je voudrais avoir le choix de n'avoir que 1 degré de réchauffement climatique. Mais en fait, aujourd'hui, on a déjà signé pour ça. On est déjà à 1 degré 1 de réchauffement climatique. Et si on arrêtait la société maintenant, on irait quand même vers 1 degré 5 parce que le système planétaire, il y a une énorme inertie et que le CO2 qu'on a relargué maintenant va avoir des effets pendant un certain nombre d'années. Donc aujourd'hui, on est face à un choix, soit on ne veut que 2 degrés d'émission de réchauffement climatique, ou soit on fait rien, business as usual, on va vers du plus 5 degrés. Et ça, ce sont des choix, ce sont pas des choix qui sont bons ou mauvais. On n'est pas manichéen. Par contre, on fait des choix. Soit on veut aller vers du plus 2 degrés, soit on veut aller vers plus 5 degrés, mais il ne faudra pas, on va dire, se dire à un moment donné, j'étais pas au courant qu'on était en train de faire un choix. Quelle va être la conséquence du réchauffement climatique au niveau de la planète? Personne ne peut le savoir. C'est-à-dire que même les scientifiques qui travaillent dessus ne peuvent pas prédire l'avenir. Par contre, c'est intéressant de se pencher vers le passé. Voici une carte de l'Europe, la France, il y a 20 000 ans, donc c'était la dernière période glaciaire. Et donc, à quoi ressemblait l'Europe? Ici, en violet, c'était des gros glaciers de plusieurs kilomètres d'épaisseur. On pouvait aller au Royaume-Uni à pied puisqu'il n'y avait plus de mer, hein, au niveau de la Manche, puisque les océans étaient plus bas de 100 mètres, parce que pour faire des gros glaciers, bah, du coup, l'eau a été, on va dire, utilisée dans les océans. Et puis en jaune, ici, c'était de la toundra, et si on voulait avoir des forêts de feuillus, il fallait plutôt aller vers le bassin méditerranéen. Donc là, à partir de là, la question, et justement, je vais vous proposer de faire un sondage, c'est à votre avis, quelle est la différence de température par rapport à aujourd'hui, par rapport à il y a 20 000 ans? Est-ce qu'il faisait plus froid de 1 degré, il faisait plus froid de 5 degrés, il faisait plus froid de 10 degrés, ou il faisait plus froid de 20 degrés? Donc là, voilà, je viens de lancer un sondage, et je vous laisse vraiment 30 secondes pour répondre. C'est voilà, faut répondre à l'instinct. On va voir, voilà, si vous avez retenu naturellement les bonnes valeurs. Alors voilà, vous avez presque tous répondu. Je vous laisse encore un instant. Si vous ne savez pas, mettez à l'instant. Voilà, je ferme, je partage le résultat qui s'affiche. Donc du coup, vous êtes 14% à voter pour 1 degré de différence, 50% pour 5 degrés, 29% pour 10 degrés et 7% pour 20 degrés. Donc le groupe a raison, en effet, la différence de température planétaire entre aujourd'hui et il y a 20 000 ans, dernière période glaciaire, c'est 5 degrés de température planétaire. Donc ça montre que
Ah, voilà. Ça montre quelque chose, c'est que, en effet, ce n'est pas intuitif. On parle ici de température planétaire. En tant qu'humain, on arrive à sentir, quand on nous annonce que dehors il fait moins 10 degrés, on le ressent. Là, on ne parle pas de température ressentie par notre corps. Là, on parle de température planétaire, une moyenne de la température planétaire. Donc, c'est pas quelque chose qui est facilement compréhensible à notre niveau. Mais donc, vous voyez que entre la dernière période glaciaire et aujourd'hui, le climat s'est réchauffé de 5 degrés. Donc essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut faire si le climat d'aujourd'hui se réchauffe à nouveau de 4 ou 5 degrés. C'est des changements géologiques. C'est vraiment très très fort. Je propose maintenant un autre quiz qui est important aussi, c'est sur Terre, on parle du cycle du carbone. Qu'est-ce que c'est le cycle du carbone? C'est le fait que voilà, admettons, on a des activités qui émettent du carbone, qui va dans l'atmosphère. Il y a aussi des phénomènes naturels qui en fait captent ce carbone. Donc, notamment à travers la photosynthèse au niveau de la végétation, qui va ensuite. Il y a aussi des phénomènes au niveau des océans où le CO2 se dissout dans l'eau et puis ensuite, après un très long processus, va produire des sédiments qui vont se retrouver dans les croûtes océaniques. Donc voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, on émet du CO2 dans l'atmosphère, mais heureusement, peut-être, il y a aussi des mécanismes qui permettent de recapter ce CO2. Et à votre avis, quelle est la durée de vie du CO2 quand vous émettez 11 tonnes de CO2 par Français par an, ces 11 tonnes que vous avez relarguées dans l'atmosphère, à votre avis, ils vont rester combien de temps dans l'atmosphère avant d'être naturellement recaptés? À votre avis, voilà, est-ce que le CO2 va rester dans l'atmosphère pendant 10 ans, pendant 100 ans, pendant 1000 ans ou pendant 10 000 ans? Donc là, pareil, c'est pas le genre de question que normalement vous avez traité cette semaine. Donc voilà, super, vous répondez rapidement. Donc on va pouvoir afficher les résultats. Donc personne ne pense qu'au bout de 10 ans, le CO2 est réabsorbé en totalité par le système planète. 50% pensent que c'est au bout de 100 ans, 25% pensent que c'est au bout de 1000 ans et 25% pensent que c'est au bout de 10 000 ans. Et la réponse que, on va dire, apportent les scientifiques, c'est que, a priori, on est plutôt sur un ordre de grandeur de 10 000 ans en fait. Donc c'est-à-dire que, en fait, au bout de 1000 ans, de mémoire, je crois qu'il y a peut-être 70% du CO2 qui a déjà été réabsorbé. Mais pour vraiment arriver à 100% du CO2 qui est réabsorbé par photosynthèse et sédiments, c'est 10 000 ans en fait. Donc ça nous montre aussi que quand on va dire, on utilise des énergies fossiles et que l'on émet ces gaz à effet de serre, finalement, on le fait et on s'engage pour 10 000 ans en fait. Parce que pendant 10 000 ans, ce CO2 qui n'est pas visible, il est là dans l'atmosphère. Donc voilà, on peut voilà comment dire, s'alerter du fait qu'on a beaucoup de plastique dans les océans. C'est visible, c'est médiatisé, on comprend que c'est quelque chose d'embêtant. Le problème du CO2, c'est dans l'atmosphère, personne ne le voit. Et donc, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas forcément quelque chose que vous allez voir. Si vous allez à la plage cet été, vous n'allez pas voir qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Par contre, vous allez peut-être voir du plastique sur les plages. Donc la difficulté, c'est que c'est vraiment un enjeu majeur au niveau on va dire, de la société, voire de la civilisation, et que potentiellement, si on ne fait vraiment rien, on pourrait aller vers ce que les scientifiques commencent à appeler une planète étuve. C'est-à-dire voilà, on irait sur des températures qui sont vraiment très très élevées et de moins en moins compatibles avec la vie. Voilà, petit humour. Voilà, certains disent voilà, il faut aller coloniser Mars pour donner, on va dire, une chance supplémentaire à la civilisation de survivre. Donc c'est sûr que c'est une aventure technologique formidable d'aller sur Mars. Par contre,
comme on va le voir, avec l'éco-conception, c'est aussi une aventure technologique majeure que d'aller regarder comment on peut développer, je dirais, l'économie et la société en étant plus bas carbone. Concrètement, quelles sont les solutions? Donc ça, c'est une vision assez réglementaire, assez mécanique. Finalement, si on veut aller que vers du 2 degrés de réchauffement climatique, il faudrait réduire de 40% nos émissions carbone d'ici 2030, donc dans 9 ans, et il faudrait réduire d'ici, j'ai plus le chiffre en tête, mais de 70-80% d'ici 2050. Donc qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Ça veut dire que à l'échelle d'une entreprise, par exemple, si votre entreprise émettait 100 en 2020, il faudrait que dans les 30 prochaines années, chaque année, l'entreprise émet 5% en moins d'émissions carbone. Donc concrètement, appliqué sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous donne vraiment des bases sur, ok, il y a cet enjeu climatique, l'enjeu c'est les émissions CO2, concrètement à l'échelle de l'activité industrielle, si on veut être compliance avec ces engagements bas carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire 5% d'émissions carbone en moins par an pendant 30 ans. Voilà, ça a le mérite d'être clair. La difficulté, c'est que quand on vous montre cette courbe, année après année, il faut faire 5% d'émissions carbone en moins. On va dire au niveau de l'État, on va vous parler de transition écologique et énergétique. Et puis on se dit, bah oui, tiens, 5% par an, c'est difficile, mais on s'adapte chaque année. La difficulté, c'est que si on met cette même courbe sur on va dire une échelle plutôt on va dire en siècle, nous sommes en 1800, voici les émissions carbone de l'économie. On arrive vers 2020, et si on veut aller vers que du 2 degrés de réchauffement climatique, voilà la trajectoire de la courbe en rouge qu'il faudrait suivre au niveau des émissions carbone. Et là, vous voyez que c'est une chute brutale, et on peut se poser la question, est-ce que c'est une transition ou une révolution? Donc là, je laisse à chacun apprécier la chose. Concrètement, nous, au niveau de la Chambre de commerce et industrie, quand on travaille avec les entreprises, on travaille sur ce challenge voilà, en expliquant, bah, on cherche à travailler avec les entreprises sur des actions qui idéalement leur permettraient de faire des gains au niveau carbone, mais aussi des gains en euros. Parce que voilà, aucune entreprise ne va volontairement se mettre dans le rouge au niveau financier juste pour émettre moins de carbone. Il y a des solutions de ce type qui existent, mais voilà, ça ça se fait pas en entreprise. Et puis, il y a aussi tout un panel de solutions, des solutions qu'on ne veut pas, nous, au niveau Chambre de commerce et industrie, on ne veut pas travailler avec les entreprises sur des projets qui rapportent de l'argent mais émettent plus de CO2. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le challenge sur lequel on travaille avec les entreprises, que ce soit sur l'efficacité énergétique au niveau des sites de production ou au niveau de l'éco-conception, de l'achat durable, de l'économie circulaire au sens global. Et aujourd'hui, au niveau de l'État, il y a aussi dans le cadre de la relance économique de l'économie française, on parle de relance verte. Donc la relance verte, c'est quoi? C'est de dire j'investis 1 euro pour regagner en compétitivité, relancer l'activité économique. Comment est-ce que cet euro que j'investis va à la fois relancer comment dire, la croissance de l'entreprise et en même temps amener du gain en carbone en fait. Donc ça peut vraiment être le challenge pour les années à venir. Comment ça se traduit au niveau du chiffre d'affaires pour l'entreprise? Donc tout ça, en effet, c'est à nouveau théorique, mais ça a le mérite d'être pragmatique. C'est que 5% d'émissions carbone par an pendant 30 ans, ça veut dire que au niveau de l'entreprise, il faudrait que chaque année, il y ait 5% en plus du chiffre d'affaires qui est réalisé avec des produits et services bas carbone pendant 30 ans. Voilà, si vous êtes une entreprise avec des gammes de produits très variées, il faudrait que chaque année, vous ayez 5% de votre catalogue gamme produits vendus qui relèvent de produits et services plus bas carbone que les anciennes générations de produits. Et même chose au niveau de l'utilisation du chiffre d'affaires, au niveau des achats, du sourcing. Il faudrait que chaque année, au niveau des achats, 5% du budget achat de l'entreprise par an augmente pour aller vers j'achète des produits et services bas carbone. Donc ça, c'est voilà, une manière aussi très pragmatique
de voir la chose. Et donc voilà, donc là on va commencer à regarder 11 questions clés qui soit apparaissent naturellement, soit quand elles n'apparaissent pas, je dirais suite à ce webinaire, si vous vous retrouvez dans cette situation avec un client qui commence à avoir ce type d'attente, gardez-les en tête parce que c'est vraiment des questions clés qui, si on ne les traite pas au bon moment dans le projet, on va parler de démarche d'éco-conception, derrière ça va amener un ralentissement de ce type de projet. Donc la première question, clé numéro 1, c'est quel est le niveau actuel de prise de conscience par la société des enjeux de la crise climatique? Donc ça, forcément, ça c'est un élément essentiel. C'est que aujourd'hui, autant les scientifiques peuvent, on va dire, alerter la société sur cette crise climatique. Personnellement, un peu d'humour ce vendredi après-midi, je préférerais que ce soit les climato-sceptiques qui aient raison. Ça voudrait dire que les scientifiques ont tort et que nous ne sommes pas soumis à cette menace. Mais a priori, cette menace est réelle. Si la société est consciente de plus en plus de ces enjeux, ça doit ensuite se traduire en actes. Et les actes, ça serait par exemple vos clients qui viennent vous voir de plus en plus en disant je veux qu'on fasse des choses en lien avec la crise climatique par rapport aux produits. Et à un moment donné, ça va commencer à s'appeler de l'éco-conception. Mais voilà, s'il n'y a pas de besoin, s'il n'y a pas d'attente, il ne va rien se passer. Donc la question, voilà, là, c'est vraiment pour vous alerter sur ce point essentiel. Soit aujourd'hui on a 10% de la société qui est consciente des enjeux, 20%, 40%, 80%. Voilà, en fonction de où on en est, forcément, ça va changer fortement, je dirais, les attentes clients sur ce sujet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut vraiment voir les énergies carbonées comme étant une drogue, parce que c'est ce qui nous a permis de faire un bond technologique au niveau de la société. Par contre, alors je ne sais pas si certains d'entre vous êtes fumeurs, mais bon voilà, le tabac est une drogue douce. Si vous étiez fumeur dans les années 50, vous étiez dans une société où, on va dire pratiquement des fois même des médecins recommandaient le fait de fumer, comme quoi c'était bon pour la santé. Bon, là, vous aviez beaucoup moins de chances de prendre conscience que le tabac est nocif pour la santé, et donc vous aviez encore moins de chances de passer comment dire, à vous sevrer au niveau tabac. Si vous êtes dans les années 2020, la société a évolué et on vous envoie plus en plus de messages comme quoi le tabac est quelque chose de nocif pour la santé. Mais c'est pas pour autant que 100% des fumeurs se mettent à arrêter de fumer. Je dirais pour les énergies carbonées, c'est un peu la même chose. On peut savoir que c'est pas forcément du tout bon pour la société, mais c'est pas pour autant qu'on va passer à l'acte et s'en passer. La grosse difficulté de ce sujet et de tout ce sur quoi on va échanger juste après, c'est que là on parle de réchauffement climatique, mais dont les effets ne sont pas visibles à l'instant T. Un peu comme le tabac. Le tabac, on vous dit, si vous fumez, quand vous arriverez à un certain âge, vous aurez plus de chances d'avoir de cancer du poumon. Mais bon, c'est pas maintenant, donc ça peut du coup, ok, j'ai l'information, mais je vais quand même continuer à fumer. Les énergies carbonées, c'est pareil, c'est si vous faites rien, si vous avez des enfants, quand vos enfants auront votre âge, donc dans 40 ans, il y a une forte probabilité qu'ils vivent dans un monde où il y aura des crises climatiques, des déplacements de population, des crises inimaginables. Mais bon, à votre niveau, vous dites, bon zut, c'est dans 50 ans, l'effet n'est pas immédiat, donc est-ce que je vais forcément changer mes habitudes de vie? Peut-être pas. Mais bon, voilà. Donc ça, tout dépend dans quelle société on est. Est-ce qu'on est dans une société qui, dans les 10 ans qui viennent, va réellement prendre conscience et passer à l'acte? Ou alors on est dans une société où ce sera le business as usual. Donc dans 10 ans, on se refait ce webinaire et finalement, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Par contre, voilà, du coup, là, on sera sur la mauvaise pente. Mais admettons, voilà, vous retrouvez dans une situation, donc ça c'est vraiment le début de ce type de prise de conscience. Et ça justement, un certain nombre parmi les entreprises que je vous ai montrées là en début d'intervention, certaines me disent, bah oui, tiens, ça, depuis 3 mois c'est nouveau, c'est tout récent, il y a certains clients qui commencent à nous demander,
des évaluations de produits selon un critère carbone. Donc ça, c'est vraiment potentiellement le premier niveau basique que vous pouvez avoir en termes d'expression de besoin d'un client sur ce sujet. Donc quand je dis client, je dirais, donc j'ai bien compris, vous intervenez chez vos clients pour développer des produits et vos clients ont eux-mêmes des clients. Donc là, je dirais que c'est plutôt les clients de vos clients. S'ils commencent à avoir ce type de demande, voilà, peut-être vous allez être intégré dans des projets avec ce type de critères. Donc la question clé numéro 2 qu'il faudrait pouvoir se poser, c'est quels critères environnementaux utiliser. Pourquoi ça? Donc ça, c'est vrai que c'est pas une question qui arrive tout de suite, c'est pas une question intuitive, parce que finalement, là aujourd'hui, quand vous avez un client qui dit mais quel est l'impact carbone du produit que tu me fournis? Et là, le client a déjà fait un choix, c'est qu'il a déjà choisi un critère environnemental qui est uniquement le critère carbone. Mais en fait, il y a plein d'autres critères d'impact environnemental. Et une question qui se pose, c'est quel critère environnemental utiliser? Est-ce qu'on va prendre que le critère carbone ou est-ce qu'on va prendre le critère émission carbone et un autre critère ou le critère carbone plus deux autres critères? Et des critères, il peut en exister 12, 13, 14 critères d'impact environnemental. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que si on prend que le critère carbone, admettons c'est vraiment l'unique critère environnemental qui est utilisé pour les prises de décision, dans ce cas-là, on va utiliser beaucoup de bioplastique. Donc on va prendre du maïs et puis on va en faire du bioplastique parce que l'impact carbone est plus faible. Mais on va pas du tout intégrer le fait que on va polluer les sols, on va détruire des sols, on va faire de la concurrence entre de l'alimentation et du sourcing de matériaux. On va pas parler de la biodiversité, des pesticides, etc. parce qu'on n'a pris qu'un indicateur carbone. Et vous avez aussi ce phénomène quand on parle d'énergie, si on prend que le critère carbone, le nucléaire est la solution rêvée. Alors ce qui est paradoxal, ça vous l'avez peut-être vu dans les médias, c'était que en France, euh, il y a eu toute une phase de lobby anti-nucléaire, ce qui a conduit à des fermetures de centrales, dont Fessenheim. Et là, on est dans une phase où en fait, on a des lobbyistes pro-nucléaires qui, avec l'argument climat, disent l'énergie nucléaire, c'est une énergie bas carbone, disponible là maintenant tout de suite. Mais voilà, le nucléaire, forcément, il faut regarder les critères carbone, mais il faut aussi regarder le critère risque sanitaire avec des déchets radioactifs qui durent 10 000 ans au minimum. Donc, pas facile l'environnement, c'est qu'en étant monocritère, on peut à un moment donné orienter les décisions et on va dire générer de nouveaux impacts. Voici un exemple de document. On parle d'évaluation environnementale. Voici un exemple d'évaluation environnementale d'un produit du bâtiment. Donc là, c'est un interrupteur automatique infrarouge de chez, je crois, Aguerre. Et aujourd'hui, les produits du bâtiment disposent, je dirais, de normes pour faire des bilans environnement et avec un format de données prédéterminé, standardisé. Et aujourd'hui, combien est-ce qu'il y a de critères d'impact? Eh bien, il y a tous ces critères d'impact. Donc il y a réchauffement climatique, donc ça ok, mais il y a également appauvrissement de la couche d'ozone, acidification des sols, eutrophisation, donc là c'est tout ce qui est, je rajoute du phosphate dans l'eau et ça fait un développement de bactéries exponentiel, formation d'ozone photochimique, donc ça c'est tout ce qui est pollution à l'ozone sur Terre, épuisement des ressources abiotiques, donc ça c'est tout ce qui est épuisement des ressources, on va dire, minérales, pollution de l'air et pollution de l'eau. Donc là, en effet, avant on parlait d'un indicateur carbone, et là on vient de passer à, si on les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 critères d'impact. Donc par rapport au produit d'un de vos clients, un des projets de vos clients, voilà, il faut se poser la question, est-ce qu'on est mono-critère ou multi-critère?
Après, à mon avis, enfin ça c'est mon avis, c'est que 12 critères d'impact, c'est peut-être un peu trop compliqué à gérer, mais que monocritère, ça peut être dangereux parce que vous risquez du coup de passer à côté d'autres enjeux en environnement. Donc voilà sur cette deuxième question clé. Est-ce que à partir de là, vous avez peut-être des questions ou si quelqu'un veut prendre la parole pour apporter une question ou même une remarque, on peut essayer de gérer la prise de parole à distance. Alors je vois qu'il y avait une main levée de Charlie Bastien, mais c'était il y a 13 minutes. Je peux vous ouvrir le micro. Alors, petit instant. J'essaye de vous ouvrir le micro, je ne sais pas si ça marche. Voilà, je viens de vous Allô? envoyer. Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Oui, alors bon, oui, pour le lever de main d'il y a 13 minutes, c'est bon, vous avez passé plusieurs slides et ça répondait à ma question. Mhm. Par contre, j'aimerais savoir là pour donc ce qui est de ces critères, est-ce que vous le faites que pour le CO2 ou également pour d'autres gaz? Parce qu'il faut penser à rappeler également que même si le CO2 est le principal gaz à effet de serre, il y en a également d'autres. Je pense notamment méthane. Alors tout à fait, donc j'ai parlé trop vite, on parle en effet d'équivalent CO2, et donc c'est ce que vous Ah voyez voilà, oui, affiché, donc c'est kilo CO2 et le EQ point c'est équivalent. l'équivalent. Oui, ok. Donc en effet, Donc c'est voilà, c'est parce que le méthane, je sais plus, c'est hmm, 100 ou 1000 fois le alors c'est pouvoir. 24 fois. C'est 24 fois. 24 fois. Voilà, donc en effet, si vous émettez 1 kg de méthane dans le process, bah en fait on vous fait fois 24, donc ça fait équivalent 24 kg de CO2 en fait. D'accord, ok, c'était pour Voilà. ça. Hmm, Merci. ok, très bien. Bon bah voilà, ça a permis de tester la prise de parole. Donc voilà, donc si vous avez encore, voilà, si vous avez là maintenant des questions ou des suggestions, c'est le moment, ou sinon je vais pouvoir passer à la suite. Ok, alors, question clé numéro 3, donc sachant qu'il y a 11 questions clés, donc je regarde le temps, donc c'est vrai qu'il est déjà 14h40. Donc ok, donc on a choisi, alors déjà est-ce que la société réagit sur ce sujet? Ok, un client nous demande quel est l'impact carbone du produit je me source chez vous, quel est l'impact carbone de votre produit? Ok, donc est-ce que c'est monocritère, multicritère? La question ensuite, c'est quel périmètre du cycle de vie on prend en compte? Donc pourquoi? Parce que voilà, ça c'est un peu le schéma simplifié du cycle de vie produit, pas dans le sens de la vie du produit comme vous connaissez sûrement la phase de lancement, maturité et déclin, mais là c'est plutôt, on va dire, un schéma synthétique des différentes phases du cycle de vie d'un produit, matière première, fabrication, transport, usage, fin de vie, et puis en amont la conception. Voilà, on vous demande l'impact carbone de votre produit. Est-ce que c'est l'impact carbone sur le site de fabrication, voire d'assemblage, ou est-ce que c'est sur, on part de la matière première jusqu'à la sortie de l'usine, ou est-ce qu'on fait matière première, fabrication, logistique, livraison chez le client, voire on peut intégrer la partie usage par le client, voire on peut intégrer la partie fin de vie chez le client. Donc ça, c'est aussi une question. Euh, Sachant que dans un certain nombre de cas, par rapport à des produits manufacturés, on voit assez rapidement que 80% de l'impact, euh, il va se trouver au niveau matière première ou logistique, et que finalement sur le site de production en lui-même, voilà, si vous êtes, on va dire, intégrateur de pièces, de composants semi-finis, bah, finalement on va dire par exemple la plateforme d'assemblage chez un constructeur automobile, sur l'ensemble du cycle de vie, ça va représenter peut-être 5% de l'impact. Donc c'est sûr que si on vous donnait l'impact carbone de l'assemblage des véhicules, bah c'est bien, mais en fait c'est pas forcément, enfin c'est pas cohérent, quoi. Donc là aussi question, soit vous avez un client qui a une question qui est très précise,
soit il ne sait pas trop ce qu'il demande, et là du coup il faut faire des allers-retours. Dans un certain nombre de cas, donc là c'est ce qui peut se développer en ce moment, c'est du bilan carbone à l'échelle des sites de fabrication, enfin par exemple équipementier de rang -2, -1, pour que l'intégrateur final il puisse collecter toute cette donnée et produire lui son bilan carbone de son produit, quoi. Donc là du coup vous allez vous intéresser en effet fortement à ce qui se passe sur votre site de production et voir sur cette partie matière première. Donc voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui vraiment là les derniers mois là, avec le groupe d'audit d'entreprise sur des gros industriels, il y avait vraiment de manière ponctuelle quand même des demandes de plus en plus précises sur donnez-moi de l'info sur le côté impact carbone de votre produit. Donc voilà, quel périmètre du cycle de vie prendre en compte, sachant que si vous êtes l'entreprise donneur d'ordre, metteur sur le marché, la logique voudrait que vous preniez le périmètre le plus large. Parce que si vous voulez être, comment dire, annoncer un impact carbone, ça n'aura de valeur que si vous avez pris l'ensemble du cycle de vie du produit en fait. Quatrième question, ça c'est une question qui est vraiment aussi très importante, c'est quel niveau de précision choisir en fait. On peut avoir voilà une entreprise, j'ai un client qui me demande de faire le bilan environnement, bilan carbone ou autre. On a identifié le périmètre du cycle de vie sur lequel on va faire cette étude. Et puis là, vous commencez à rentrer dans une phase d'inventaire, c'est-à-dire que vous allez en fait, vous allez prendre votre produit, par exemple, j'en sais rien, un rétroviseur, et puis vous allez faire le listing de qu'est-ce qu'il y a comme matière, qu'est-ce qu'il y a comme sous-ensemble, et puis avoir vraiment votre ABAC, je dirais, de pièces, de quel type de matière et de grammage de matière. Donc là, on parle d'un rétroviseur, mais si à un moment donné, vous travaillez sur un véhicule auto entier et que vous commencez à vous mettre en tête d'avoir la liste totale des composants au gramme près, là, vous prenez conscience que vous en avez pour 3 mois de travail juste pour avoir la liste. Donc là aussi, tout de suite, il faut se poser la question, quel niveau de précision choisir? Donc là, je dirais encore une fois, si vous êtes face à une demande client, à la rigueur, ce qu'il faut savoir, c'est si le client de votre client demande ce type d'indicateur, est-ce que ce client est au début d'une démarche d'éco-conception, et donc au début d'une démarche, on va se contenter de données grossières, et on va le voir pourquoi après. Si par contre c'est un client qui est très mature, je ne sais pas, pays nordique, ils font des bilans environnement depuis des dizaines d'années, et ils vous demandent expressément un niveau de précision très élevé, bon là il faudrait aller dans un niveau de précision élevé. Mais attention, voilà, vous avez jamais fait l'entreprise n'a jamais fait de bilan environnement, ce ne sera pas pertinent d'aller vers une précision de 99%. Parce que vous allez dépenser du temps sur une étape qui n'a pas encore un intérêt, on va dire, très élevé. Il vaudra mieux être grossier, par exemple, de faire des règles de coupure, de dire, je sais pas, je fais le bilan environnement chez General Electric, d'une turbine d'éolienne, tous les composants qui sont inférieurs à 200 grammes, je les regarde pas. Je vais regarder vraiment avec un niveau de précision relativement grossier parce que c'est le début de la démarche. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que moi, je vois vraiment des entreprises, et c'est pas de leur faute, qui vraiment se mettent en tête d'aller vers de la précision très élevée dès le début. Et forcément, si vous faites ça, vous allez être déçu parce que ça va être très chronophage, et le résultat que vous allez obtenir va pas forcément être plus utile que ça. Question clé numéro 5, voilà, donc vous avez votre produit, vous avez votre inventaire de matière, voire même par exemple vous avez réussi à récupérer de l'information sur le nombre de kilomètres au niveau logistique parcouru, combien le produit consomme lors de la phase d'utilisation, donc ça fait quand même déjà beaucoup de données. Forcément après vous allez devoir passer à une phase où vous allez utiliser des bases de données et des logiciels.
Donc là, quel outil d'évaluation choisir? Donc là, on parle de base de données et de logiciels. Donc là, je dirais que c'est pareil. Il y a un grand nombre, je dirais, d'outils. Encore une fois, si l'entreprise est au début de sa démarche, ce sera intéressant d'utiliser d'abord des outils, voire même des outils très basiques, pour faire une première boucle d'évaluation qui va déjà permettre en interne de l'entreprise de comprendre des choses. Par exemple, on n'a jamais fait une évaluation environnementale, je sais pas, d'un lampadaire fait avec un corps de métal en aluminium. On se dit, bah zut, j'ai pas mal de sous-composants qui sont sourcés en Chine, qui viennent en tanker. Ensuite, ça vient sur route. Tiens, si on pose la question au niveau carbone, moi je pense qu'il y a peut-être déjà la partie voyage transocéanique depuis les fournisseurs chinois, ça doit quand même peser relativement lourd dans le bilan carbone. Et en fait, bah, bien souvent, quand on fait ce type de bilan carbone en fonction des produits, le côté logistique transocéanique Chine est pas forcément plus significatif que ça. Ça va peut-être représenter, j'en sais rien, des fois 5% de l'impact. Pareil, là je voyais, c'était un bilan carbone fait par le groupe Mars-Wrigley. Bah, ils ont fait leur bilan carbone et puis finalement leur site de production, qui sont quand même des grosses machines, donc en Alsace, à Agno, il y a un gros site de production M&M's. Bah, finalement, les sites de production, c'est 5% de l'impact carbone total du produit en fait. Une grosse partie, on va dire peut-être, il y a 4%, ce sera le packaging, il y aura de la logistique, et puis une grosse partie, ce sera le sourcing de matières premières, chocolat, gras, cacahuètes, etc. Donc rien que déjà avoir cette information, ça, c'est déjà un premier niveau d'information et qui peut aider vers la suite. Et ça, vous pouvez des fois acquérir cette information sans utiliser des produits, des outils très 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 complexes. Donc quand on parle de bilan carbone, par exemple, on peut utiliser des bases de données du bilan gaz à effet de serre ADEME, qui est un site. Donc vous tapez bilan gaz à effet de serre ADEME, vous avez un site de l'ADEME, pour lequel on va vous donner des émissions carbone par kilo de matière, ou etc. Et ça, ce sont des données qui sont accessibles publiquement, gratuitement. Et donc voilà, donc vous dites, bah tiens, j'utilise du polyéthylène, 1 tonne de polyéthylène, qu'est-ce que ça émet comme carbone? Bah, vous pouvez déjà aller voir sur ce site et récupérer de l'information qui sera pas aussi précise que d'autres, mais qui est déjà intéressante. Un autre type d'outil, ça peut être alors un des gros fournisseurs de bases de données d'impact environnemental, c'est EcoInvent. Donc ça, c'est un prestataire suisse, puisque les Suisses étaient pas mal précurseurs sur tout ce qui était calcul d'impact environnemental. Donc ça, c'est la base de données. Et un des gros outils aussi utilisés, logiciel, cette fois-ci, c'est CIMAPRO. Ça, voilà, ça c'est le logiciel assez commun quand on fait du bilan environnement multicritère. Mais vous pouvez aussi avoir dans SolidWorks Sustainability ce type de fonctionnalité. Et là, cette fois-ci, ils sont associés à un fournisseur de logiciels et de bases de données qui s'appelle Gabi. Alors question, est-ce que parmi vous, vous avez déjà utilisé peut-être SolidWorks Sustainability ou pas du tout? Si vous pouvez peut-être m'envoyer des retours par chat ou par prise de parole. Ou bien faites-moi une main levée, ou essayez de répondre par le chat. Ah, super, Monsieur Olives. Alors, euh, alors, un petit instant, parce que l'interface d'autorisation. Ah, je ne sais pas si vous avez un micro.
Ah si, vous pouvez parler? Oui, bonjour, vous Ouais, très m'entendez? bien. Ouais, très bien. Je ne sais pas si vous voyez nos questions dans le chat parce que j'en avais déjà posé une et je vous Ah oui, alors j'ai ai... peut-être pas regardé en effet dans la bonne interface. Excusez-moi. Euh, Et du coup, pour répondre, moi, j'ai jamais utilisé SolidWorks Sustainability, donc ça n'a pas forcément d'intérêt pour la réponse, mais d'accord. je voulais être sûr que vous voyez. Après, Ouais. j'avais juste vu CIMAPRO un tout petit peu à l'école. On avait fait des cas simples. Mhm. Oui, voilà, ça c'est vrai que Euh, c'est en effet bah voilà, c'est diffusé au niveau souvent des écoles pour euh, bah, se faire connaître dès le début avant, avant de rentrer sur le marché du travail. Euh, alors du coup, j'ai un petit souci pour voir vos questions. Du coup, l'onglet qui s'affiche pour vous, ça s'appelle chatter ou ça s'appelle autrement? Question/chat chez moi. J'avais bien vu votre message. D'accord. Mais alors moi, ça me marque envoyer une question au personnel. Alors je ne sais pas si c'est le bon onglet. Je ne sais pas si les autres ont réussi. Ouais. Donc voilà, donc en effet, je vois bien le chat question. Euh, et donc, bah, je réponds en effet par rapport à la question de 14h12. Donc en effet, je vous transmettrai le support. Euh, Super, ok, oui, donc, voilà. Et donc, merci. je vois en effet Monsieur Chitley qui répond, voilà, vous avez déjà utilisé la partie SolidWorks Sustainability il y a 4-5 ans. Donc voilà, donc ça c'est en effet, bah voilà, c'était juste pour vous rappeler qu'en effet, il y a peut-être quelques années, ça a été développé directement dans ce type de logiciel de CAO. Donc voilà, donc ça par contre, voilà, cet outil logiciel, euh, c'est utilisé à un moment donné dans la démarche d'éco-conception, mais c'est pas forcément utile qu'à l'échelle du concepteur vous ayez accès directement à l'outil, mais forcément il faut quand même pouvoir s'appuyer sur ce type de logiciel professionnel pour sortir des données qui sont fiables. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc là c'est pour vous alerter, cette petite slide pour vous alerter qu'en fait jusqu'ici, en fait tout ce qu'on a fait, c'est uniquement un travail de comptable qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisant pour faire de l'éco-conception. Donc comptable, pourquoi là j'ai récupéré un peu une définition de l'activité de comptable. Donc voilà, la principale mission du comptable, c'est d'établir une situation à un instant donné. Et donc le comptable passe donc du temps à rassembler les dépenses, passer les provisions, enregistrer les factures, etc. Donc pour vous dire que là en fait c'est vraiment de la comptabilité carbone. Je dis ça parce que voilà, c'est aussi pour, ça peut paraître un peu mystérieux au début de se dire ah on va faire une évaluation, on va faire un bilan carbone. Ça va amener à des choses que l'on ne connaît pas, sur lesquelles on peut se faire des idées. Euh, Gardez en tête, c'est que c'est vraiment un travail de comptable, c'est-à-dire qu'il faut à la fois être rigoureux, méthodique, utiliser des bases de données qui sont fiables, vraiment être très rigoureux. Par contre, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'un comptable va pouvoir vous donner une photographie. Donc quand un client dit je veux un bilan environnement, votre impact carbone, en fait il vous demande juste une photographie. Après, c'est pas parce que vous avez fait une photographie d'un produit qu'il est forcément amélioré. Voilà, le comptable va vous dire vous perdez de l'argent ici, là vous en gagnez. Pourquoi, comment, ça, on va dire là du coup c'est plutôt un travail de contrôleur de gestion qui va du coup aller plus dans l'explication de pourquoi est-ce qu'ici on va mettre plus de carbone, pourquoi est-ce qu'ici il peut y avoir des marges de manœuvre. Mais c'est important de faire ce travail de comptable. Par contre, euh, ce n'est pas de l'éco-conception, puisque le but de l'éco-conception, j'aurais pu commencer mon intervention par une définition, mais je trouve ça un peu rébarbatif. Mais l'éco-conception, de manière basique, c'est mettre sur le marché une nouvelle génération de produits ou de services qui est moins impactant que l'ancienne génération. Donc ça, c'est l'éco-conception décrit de manière simple. Euh, mais en tout cas, voilà. Encore une fois, vous avez fait la photographie de votre produit. C'est pas pour autant que la nouvelle génération de produits que vous allez développer sera à plus bas carbone que l'ancienne génération. Admettons que maintenant vous avez une demande client un petit peu plus poussée, qui est peut-être pas forcément courant.
c'est maintenant, dites-nous en quoi vous pouvez nous fournir en produits bas carbone. Voilà, maintenant on a une prise de conscience plus élevée au niveau client, et maintenant, plutôt que de vous demander juste une photographie carbone de votre ou multicritère de votre produit, maintenant il dit voilà, moi maintenant en fait je cherche à savoir parmi mes fournisseurs qui est en capacité de me fournir en produit et de m'amener la valeur ajoutée que ce produit est bas carbone, et par contre il faut m'amener des preuves. Donc là, forcément, là, ça devient un peu plus difficile parce que la question clé numéro 6, c'est par où commencer et surtout qui pilote l'action. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté, c'est que quand ce sujet nouveau arrive dans l'entreprise, des fois, ça peut être un peu la panique. Parce que vous êtes vraiment face, je dirais, à une pelote de ficelle. Par quel bout dérouler la pelote de ficelle et surtout, qui va piloter l'action? Parce que voilà, je vous l'apprends pas, mais si vous n'avez pas un pilote au niveau de l'action, chacun peut travailler dans des directions différentes, et au bout d'un an, vous n'avez pas forcément avancé. Donc la question, c'est est-ce que qui pilote l'action? Est-ce que ça va être la R&D? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le bureau d'études? Est-ce que c'est les méthodes? Est-ce que c'est en centrale quand on est dans un groupe? Ou est-ce que c'est dans un établissement du groupe? Est-ce que c'est la qualité, sécurité, environnement? Est-ce que c'est autre? Sachant que bah forcément, toutes les, je dirais, les prises de direction, les prises de décision majeures sont prises par la direction. Donc là, pareil, qui pilote l'action? Donc là, justement, c'est intéressant, c'est que comme retour d'expérience, c'est que, par exemple, là, dans les groupes des 10 entreprises, il y a, parmi ces entreprises, c'est la R&D qui s'est emparée du sujet, mais la R&D, du coup, à un moment donné, s'est sentie un peu seule parce que au niveau de, on va dire, de la partie production et puis au niveau de la partie qualité, sécurité environnement, il n'y avait pas d'engagement de ces services dans une démarche d'éco-conception. Du coup, la R&D s'est sentie seule, et vous pouvez essayer de développer une démarche dans l'entreprise pendant 1 an, 2 ans. Au bout de la 3e année, si vous sentez que vous êtes le seul à essayer d'amorcer cette démarche, vous vous épuisez, et donc vous demandez un petit peu de l'aide. J'ai une autre entreprise, c'est la R&D qui s'en est emparée. Sauf que là, la difficulté, c'est que une difficulté, c'est quand la R&D s'empare du sujet, à nouveau, il peut y avoir des risques parce que peut-être des fois la R&D va partir trop en profondeur sur un sujet et va pas forcément, ce qui est le cas on va dire de chaque service, et ne va pas forcément avoir pour effet de diffuser la démarche dans l'entreprise. C'est est-ce que vous faites de l'éco-conception? Je crois que la R&D en fait, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Donc la difficulté, c'est qu'en fait, si vous avez un pilote, si c'est vraiment un pilote que par un seul service, généralement vous n'êtes pas en bonne situation pour développer la démarche. L'idéal, c'est d'avoir un pilote qui va être un pilote transversal, et ça, pour le coup, ça peut être aujourd'hui la partie qualité, sécurité, environnement. En particulier, si vous êtes dans des entreprises qui sont 14001, puisque la nouvelle version de la 14001 impose le fait d'aller travailler dans une perspective de cycle de vie. Donc vous avez une autre définition de l'éco-conception dans la 14001. Et donc, ici, un des pilotes, ça peut être on va dire le service qualité, sécurité, environnement, ce qui aujourd'hui est une difficulté pour lui parce que quand on s'occupe de qualité, sécurité, environnement, sur un site de production par exemple, on n'est pas forcément au quotidien en contact avec la R&D ou les bureaux d'études. Donc ça, justement, là j'ai le cas d'une entreprise parmi le groupe des 10 qui doit être 14001. Dans la 14001, il faut intégrer la partie cycle de vie éco-conception, et là ils sont en train de redécouvrir qu'en interne, au niveau des bureaux d'études, il y avait des choses qui étaient faites. Mais comme ces éléments ne sont pas partagés, diffusés, bah, du coup ça nuit à l'efficacité de la démarche d'éco-conception. Donc voilà. Donc après je dirais peu importe aussi finalement qui est le pilote de l'action, pourvu qu'il ait une action qui est transversale. À l'inverse, vous pouvez aussi avoir des fois le marketing qui s'empare du sujet, mais là, bah, du coup, des fois le marketing va être peut-être un peu excessif,
va peut-être mettre en avant des choses, des améliorations environnementales qui ne sont pas forcément encore très fiables, très validées. Enfin, voilà, chaque fonction peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Par contre, s'il n'y a pas un pilote clair de l'action qui est désigné et qui a une action transversale, c'est un vrai frein pour la démarche de l'entreprise. Donc ça, on va dire, si vous êtes chez un client dans cette situation, et que vous repérez cette situation et que ça marche pas bien, bah c'est normal, parce que comme toute action, il faut un pilote qui soit transversal, et pas un pilote 100% métier. Voilà. Je sais pas si j'étais clair sur cette partie, ou si vous avez des remarques, des questions, des suggestions. Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est l'occasion. Alors je vois Johan, Tracy. Oui, Alors, bonjour, vous oui, m'entendez? ouais, très bien. Oui, tout à fait, parce que du coup, tout à l'heure, vous parliez des différents postes de dépenses carbone qui pouvaient être listés par les entreprises. Et si je me trompe pas, il y a tout ce qui est scope 1, scope 2, scope 3, et je voulais savoir si la CCI proposait aussi des formations pour nous initier à ces différents scopes. Et Alors, en effet, sur scope 1, scope 2, scope 3, là, on est vraiment dans le langage bilan carbone au niveau international. Et bilan carbone, bilan gaz à effet de serre, on est dans une logique organisme. Donc, c'est de dire, j'ai un organisme, j'ai une entreprise et qui va fonctionner sur un an, et du coup, je veux faire une photographie de ces émissions carbone. Donc il a été créé ce vocabulaire de dire scope 1, donc c'est tout ce qui est émissions carbone en direct. Donc par exemple, j'ai une chaudière gaz qui émet du CO2, donc ça sera le scope 1. Le scope 2, ce sera des émissions indirectes de l'entreprise. Donc par exemple, vous êtes alimenté en électricité et pour ça on fait tourner des centrales nucléaires, mais aussi des centrales à charbon par intermittence. Donc ça vous refait un autre poste de dépense. Et puis le scope 3, c'est tout le reste. Donc ça c'est vraiment... Donc là, du coup, on est vraiment dans une logique de photographie de l'organisme. Dans la démarche d'éco-conception, on va plutôt être sur la photographie à l'échelle d'un produit, en fait. Donc on va changer de périmètre. Et là, pour le coup, on va plutôt vraiment repartir sur le cycle de vie, matière première, fabrication, production, de manière un petit peu standard. Entre nous, la difficulté avec scope 1, scope 2, scope 3, c'est que un certain nombre d'entreprises ont l'obligation de faire en France plus de 500 salariés, de faire le bilan carbone scope 1 et scope 2, et scope 3 n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est amont et aval au niveau d'une entreprise, c'est assez rapidement 80% de l'impact carbone. Et aujourd'hui, 80% des entreprises en France qui ont fait leur bilan carbone ne regardent pas 80% de leur impact carbone. Donc du coup, ça nuit à l'efficacité de la démarche. Et donc c'est pour ça que dans une logique d'éco-conception, et c'est plus efficace, autant partir sur ces 5 catégories. Matières premières, fabrication, sachant que ça, vous pouvez... ça, c'est la version standard. Après, si vous avez des fournisseurs de rang 3, bah voilà, vous voyez, ça devient déjà un petit peu plus complexe. Et sur la deuxième question, en termes de formation, donc là, en effet, aujourd'hui, on n'a pas forcément de formation spécifique dessus, à part, bah justement, là, dans le cadre de cette opération collective, il y avait plusieurs jours de formation pour les entreprises et les consultants qui les accompagnaient. Mais voilà, après, on est aussi ouvert, je dirais, à l'écoute de vos besoins, puisque voilà, c'est comment dire, on fait ces actions en partenariat avec un acteur qui est le pôle éco-conception, qui est basé à Saint-Étienne, donc un pôle de référence sur le sujet, qui fournit des formations en ligne. Donc d'ailleurs, si vous voulez aller regarder sur leur site, vous avez des formations en webinaire sur ces différents sujets. Ils ont des formations aussi à Lyon, à Paris, mais je dirais si à un moment donné, à Strasbourg, en région Grand Est, il y a, on va dire, un certain nombre d'entreprises ou consultants intéressés, bon, on pourrait aussi regarder comment organiser ce type de formation. Et donc là, je vois à nouveau une autre question, mais est-ce que c'est complémentaire? Donc quand les entreprises disent qu'elles sont neutres en carbone, alors elles compensent le scope 1, 2 ou 3? Alors bonne question, je dirais normalement,
la totalité. Sauf que justement, c'est là. Alors, dans mon intervention, je ne vais pas aborder ce côté communication, même s'il peut être très important. La difficulté, c'est que le terme de neutre en carbone, je dirais, il est relativement à éviter. Parce que, comment dire, parce qu'il est peu clair, il peut induire en erreur, et je dirais à l'échelle d'une entreprise, en disant que vous êtes neutre en carbone, vous voulez améliorer votre notoriété auprès de vos clients, prospects, entourage, en disant, ben voilà, moi j'ai des engagements environnement, donc ça améliore la notoriété de mon entreprise. Le problème, c'est que neutre en carbone, comme c'est pas quelque chose qui est vraiment très solide, ça peut avoir l'effet inverse d'être, du coup, de dégrader la notoriété de votre entreprise en vous amenant dans du greenwashing en fait. Donc par exemple, quand Air France dit qu'il est neutre en carbone, c'est nous sommes neutres en carbone, virgule, pour les vols intérieurs. Les vols intérieurs de Air France, je ne sais pas si c'est 20% de son émission carbone, vous apprenez ça, vous dites ah bah super, en fait ils sont neutres en carbone sur 20% de leurs émissions. Mais l'avion qui part Air France qui va jusqu'à New York ou Tahiti, lui il n'est pas neutre en carbone. Voilà. Mais donc c'est voilà, là on est déjà sur des notions assez complexes. Ok, alors j'avance. Maintenant, allons sur la suite. Le plus intéressant, on va être dans l'hypothèse où on a sélectionné un produit amélioré. Donc ça déjà, une décision stratégique a été faite. Il y a un pilote du projet qui est désigné. Ça c'est déjà mieux. Et puis il y a déjà une première évaluation environnementale multicritère qui a été réalisée avec un E et les résultats sont partagés. La question clé qui se pose ensuite, ce sera quelles idées pour optimiser l'impact environnemental, tout simplement. Donc là, c'est intéressant de savoir qu'il y a déjà des outils basiques qui existent, notamment la roue de Brézé, du nom d'un chercheur, qui finalement a identifié à peu près 7 ou 8 stratégies d'éco-conception. Donc ça, c'est intéressant parce que cet outil, il peut vraiment vous aider à développer des séances d'idéation pour développer des idées d'amélioration d'impact environnemental. Donc animation d'ateliers d'idéation, ça c'est la première utilité. La deuxième utilité, c'est peut être aussi derrière de vous créer des checklists, donc les fameuses checklists, pour vous dire, voilà, dans ce secteur industriel sur lequel on a déjà travaillé sur plusieurs projets, on a réussi à accumuler une liste d'éléments à vérifier et qui sont en capacité d'aider à optimiser ce produit. Et ça, vous pouvez le décliner par exemple en termes d'animation de la filière meuble en France, des consultants ont développé comme ça des checklists spécifiques pour les produits du meuble en fait. Donc vous pouvez développer la checklist spécifique pour tel ou tel type, je dirais, d'entreprise. Alors là, vous allez me dire, où peut-on avoir accès à ce type de checklist? La réponse est que une checklist qui est vraiment bien faite, vous allez quand même mettre dedans du savoir industriel et vous n'allez pas le rendre diffusable comme ça. Mais si on les parcourt rapidement ensemble, voilà, vous pouvez stratégie sélectionner des matériaux ayant le moins d'impact, réduire la quantité de matière, optimiser les techniques de production, optimiser la logistique, réduire l'impact environnemental lors de la phase d'utilisation, optimiser la durée de vie du produit et optimiser la fin de vie du produit. Voilà, ce sont pas des choses incroyables, mais quand vous avez des idées, assez rapidement, vous pouvez commencer à les classer sur ces 7 axes. Et puis l'axe 0, qui est le plus fort finalement, c'est développer des nouveaux concepts. Et ça, on verra peut-être par la suite. Donc voilà, voilà un exemple de document un petit peu plus détaillé. Voilà, stratégie, par exemple, optimiser la logistique, c'est emballage réduit, adapté, moins polluant, réutilisable, recyclable, mode de transport, logistique optimisée, approvisionnement locaux. Enfin voilà, vous voyez, en fait, on peut vraiment créer une arborescence derrière de solutions. Donc encore une fois, cet outil est intéressant pour faire des ateliers d'idéation
pour faire le rendu des ateliers d'idéation pour classer les idées. Et à terme, ça peut être utilisé pour consolider des checklists qui peuvent être ensuite être utilisées lors des différentes phases de développement de produits ou de redéveloppement de produits. Voilà. Et puis, la suite, quelles sont les questions suivantes que l'on peut se poser? C'est, j'ai eu des solutions, donc là, admettons que vous avez identifié 50 idées ou solutions d'optimisation de l'impact environnemental. Une question qu'il faut pouvoir se poser aussi, c'est est-ce qu'elle génère réellement un gain environnemental? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question? C'est le fait que il faut aussi utiliser différents outils de bon sens pour arriver à des résultats sérieux. Donc, petit piège, voici le résultat d'une démarche d'éco-conception entre la solution A et la solution B. On voit qu'on gagne entre 5% et 4% et 6% sur toutes les étapes du cycle de vie. Est-ce que, à votre avis, il y a un gain environnemental ou pas, sachant qu'il y a un piège? Alors, j'attends vos retours dans la partie questions. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a un gain ou est-ce qu'il n'y a pas de gain? Bon, c'est une question piège, donc vous n'avez pas envie de répondre. Pensez qu'il y a un gain. Donc c'est vrai que c'est un peu, en fait, c'est un peu vraiment une question piège, je vous l'ai dit. En fait, là, ce qu'il faut savoir, mais ça vous allez comprendre tout de suite, c'est que si ça c'est un gain qui est exprimé en termes d'équivalent CO2 ou d'impact environnemental autre, là, il y a une notion qu'il faut quand même garder en tête, c'est que quand vous faites une photographie de l'impact carbone ou multicritère de vos solutions A et B, c'est basé sur des bases de données qui sont des moyennes de moyennes. Donc, par exemple, vous allez utiliser un élément avec de l'aluminium. L'aluminium, on va se baser sur l'impact environnemental moyen de l'usine de fonderie Aluminium Europe, qui va utiliser l'impact moyen de, on va dire, de l'aluminium qui va venir de l'entreprise qui transforme le minerai en aluminium. Donc tout ça, c'est des moyennes de moyennes. Et à la fin, en fait, les outils d'évaluation environnementale ne vont pas avoir une précision au maximum qui sera de 20% en fait. Alors ça peut être décevant, mais ça veut dire qu'en fait, si A émet 100 grammes de CO2 et que B émet 105 ou 95 grammes de CO2, la réponse c'est que A et B sont similaires en fait. Si vous avez une différence de plus de 20%, là vous pouvez commencer à dire que ça devient significatif et vous allez au-delà de la marge d'erreur et ça peut donner une indication que vous allez sur une solution qui va être avec un gain environnemental en fait. Donc voilà, ça c'est, à nouveau on retombe un peu dans cette logique de comptable, c'est une subtilité ça à avoir en tête. Donc c'est-à-dire quand vous faites de l'éco-conception, il faut que ce soit un petit peu, un peu radical, sauf si vous vous basez sur des grammes de matière économisés, ça c'est du dur, il n'y a pas trop de questions. Une autre question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des transferts d'impact? Qu'est-ce que c'est un transfert d'impact? C'est par exemple ici j'ai ma solution A qui va émettre tant de carbone en phase matière première, fabrication, distribution, utilisation en fin de vie, et puis ma solution B qui va émettre moins de carbone en phase utilisation, mais qui va émettre plus de carbone en phase matière première et fin de vie. Donc ça, par exemple, ça pourrait marcher sur véhicules thermiques versus véhicules électriques à batterie, en fait. C'est que le véhicule électrique à batterie, en phase d'utilisation, il va être significativement moins impactant. Par contre, si on regarde la partie matière première, on va utiliser des grosses quantités de lithium, et ces batteries lithium en fin de vie, ça aura plus d'impact que d'aller envoyer à la ferraille le moteur thermique métallique. Donc ça, c'est aussi une notion vraiment à avoir en tête, c'est
il y a toujours des transferts d'impact. Vous générez une nouvelle génération de produits, il y a forcément des transferts d'impact qui se cachent. La question, c'est est-ce que le transfert d'impact est significatif? Si c'est un transfert d'impact qui est à la marge, je vais peut-être, par exemple, je prends un véhicule, j'utilise, je sais pas, du plastique recyclé, mais qui va être plus lourd, donc je vais alourdir la voiture par rapport à l'ancienne génération de produits. Donc 1 gramme plus lourd, bah, c'est quand même du carbone en plus émis pendant le fonctionnement de la voiture. Voilà, là, il faut voir si c'est significatif. Si c'est très significatif, bah, votre solution B n'est pas finalement meilleure que A. Ça, vous le voyez aussi, par exemple, ça c'est exemple très concret. À votre avis, la bouteille d'eau plastique jetable, est-ce qu'elle est plus ou moins impactante que la bouteille d'eau en verre consignée en fait? J'aurais pu vous poser la question, mais le temps file. Carola a fait son évaluation carbone, et leur réponse, c'est que finalement, c'est équivalent en fait. C'est que la solution en bouteille plastique jetable a le même impact carbone que la bouteille en verre consignée. Parce que la bouteille en verre, quand elle est vide et qu'elle est consignée, bah, vous allez transporter la bouteille en verre dans un véhicule et vous allez transporter rien et qui pèse lourd. Le verre pèse lourd. Et donc vous allez avoir de la logistique, vous allez avoir de la casse, vous allez avoir à nouveau de la logistique retour pour ramener la bouteille, etc. Et en fait, au final, au niveau bilan carbone, c'est équivalent. Alors pour Carola, c'est pas un problème parce que Carola est sur les deux marchés. Donc ils perdent des marchés. S'ils perdent des parts de marché sur le PET et que ça passe sur le consigné, bah voilà, c'est pas un problème pour Carola. Et c'est aussi pour ça que Carola peut être relativement transparent sur ce sujet. Donc ça vous montre aussi une difficulté, c'est que quand on parle d'éco-conception, des fois on a trouvé des solutions, et puis quand on fait la photographie, après, eh ben on est déçu parce qu'en fait c'était pas une solution éco-conçue. Un dernier élément aussi, un petit peu plus, on va dire, subtil, c'est il faut aussi faire attention quand vous comparez le produit A avec le produit B. Alors si c'est de l'amélioration incrémentielle, vous allez réduire des épaisseurs de matière sans changer de matière, etc. Ce sera de l'amélioration, on va dire, marginale. Bon voilà, là il n'y a pas trop de modifications. Par contre, par exemple, si on utilise des modifications qui sont plus importantes, par exemple, on prend un exemple pédagogique de la peinture, un pot de peinture, sa toxicité est égale à T1 et elle a un pouvoir couvrant de P1. On a également une autre peinture, T2, sa toxicité est égale à 0,7 fois T1, donc elle est un peu moins impactante en termes de toxicité. Donc on peut dire, bah tiens, c'est cette peinture-là qui est la meilleure au niveau environnement. Mais en même temps, elle a un pouvoir couvrant qui est P2, qui est la moitié du pouvoir couvrant de P1. Et donc finalement, on se rend compte que cette peinture, pour 1 kg de peinture, elle sera moins toxique, mais je vais utiliser 2 pots de peinture pour couvrir la même surface. Donc ça montre aussi un élément important, c'est que quand vous allez développer des produits éco-conçus où il va y avoir des changements vraiment majeurs au niveau de la conception, il faudra pouvoir aussi utiliser une unité fonctionnelle cohérente pour comparer les différentes versions de conception. Si là vous compariez les peintures, 1 kg de peinture comparé à 1 kg de peinture, c'était T2 qui était mieux. Si vous prenez une unité fonctionnelle qui peut être couvrir 1 mètre carré de mur en plâtre avec un degré d'opacité de 0,98 et pour une durée de vie de 10 ans, qui est très précis comme unité fonctionnelle, bah là c'est la peinture 1 qui est la meilleure. Donc voilà, donc ça c'est un élément un peu subtil et spécifique à l'éco-conception et qui pose un certain nombre de difficultés aux entreprises. On progresse, donc là vous avez trouvé des solutions d'éco-conception avec des nouvelles générations de produits, des solutions. Vous avez réussi à déterminer que ces solutions sont à plus faible impact environnemental.
La question que vous allez vous poser ensuite, c'est parmi ces, vous aviez 50 idées, vous en avez retenu 10. Parmi ces 10, quelle solution génère le plus fort gain environnemental? Donc là, du coup, ce que je vais vous donner, c'est des règles, des grands principes qu'il faut toujours garder en tête et qui sont très pratiques pour faire le tri au niveau des solutions d'éco-conception. Parce qu'en effet, imaginez, vous avez généré 20 solutions différentes, ça veut dire qu'il faudrait faire 20 analyses d'impact environnemental, avec peut-être des fois des gains qui seront de 5%, donc pas significatifs, donc ça peut être un petit peu dur de voir où est-ce qu'on se dirige. C'est très simple, au niveau matière, vous pouvez retenir la règle des 3 R, qui est que une solution où on va réduire à la source sera toujours plus efficace qu'une solution où on va réutiliser la matière et qui sera plus efficace qu'une solution où on va recycler la matière. En théorie, par rapport à, pour gagner 5% de carbone par an sur les 30 ans qui viennent, il faudrait qu'on ait cette logique qui est de dire je consomme tant de matière et d'énergie en 2021, je vais d'abord chercher à réduire la quantité de matière qui est engagée jusqu'au bout, et ce que je n'ai pas réussi à réduire, je vais m'organiser pour réutiliser cette matière. Et cette matière que j'ai réutilisée et que je n'arrive plus à réutiliser, alors seulement je vais travailler pour la recycler en fait. Ça c'est du bon sens, mais c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, on peut avoir sur pas mal de produits des fois le réflexe de dire bon ok, économie circulaire, on va tout recycler, et recycler ça permet de gagner du carbone. Le problème c'est que c'est déjà la moins bonne solution en fait. On peut prendre par exemple le cas du plastique. La consommation de plastique augmente, je ne sais plus, de 5% par an. Donc on sait que déjà dans 20 ans, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois d'ici 20 à 30 ans, la quantité de plastique utilisée dans la vie de tous les jours va doubler en fait. Donc d'essayer de recycler une matière plastique dont l'usage va doubler dans les 20 ans, en fait, on va se retrouver sous des montagnes de plastique à recycler, ce sera pas le plus efficace. Donc il vaut mieux retourner aux sources, c'est-à-dire réduire à la source, réutiliser, et à la fin seulement, si on n'arrive pas, quand on a fait ce qu'on a pu, on va travailler sur le fait de recycler. En fait. Ça, je peux y revenir juste après. Bon, si. Bon, exemple, action de réduction, si ça c'est important. Donc voici un PC portable, durée de vie moyenne 4 ans. On va prendre une entreprise de 50 personnes, dont 20 avec PC portable. Un PC portable, c'est 500 kg de CO2 à la fabrication et 2 kg de CO2 par an à l'utilisation. Donc la phase utilisation, ça représente 11% de l'impact global. Entre une entreprise qui va avoir ses PC avec une durée de vie de 4 ans, on va arriver à 38 tonnes d'équivalent CO2. Alors qu'avec un PC qui sera avec une durée de vie de 8 ans, et aujourd'hui, qui a un PC qui dure 8 ans, on arriverait à 19 tonnes de CO2, donc là on arriverait à économiser 18 tonnes de CO2. Ça, c'est juste pour vous, vraiment, si un élément à retenir, c'est que les enjeux de demain, ce sera surtout en éco-conception la capacité à augmenter la durée de vie des produits, en fait. Si vous voulez résumer ce webinaire en une phrase, c'est ça. C'est la capacité à augmenter la durée de vie d'un produit manufacturé grâce à une conception qui fait qu'il va durer plus longtemps ou une conception qui fait qu'il est réparable. Là, vous avez des tonnes et des tonnes de CO2 à économiser. Essayer de gagner du CO2 en recyclant un PC, ça va pas forcément être très très efficace. Ce sera toujours mieux que de l'envoyer en Afrique pour qu'il soit brûlé, ce qui est le cas d'une partie des ordinateurs portables. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de diminuer l'impact carbone. Mais bon, le recyclage est quand même intéressant. Voici un exemple. Pièces plastiques en polypropylène. Si on est sur 100 tonnes par an de rebut, donc là on est plutôt sur la partie production, 100 tonnes de résine vierge, ça émet 165 tonnes d'équivalent CO2. Donc il y a plus de CO2 équivalent rejeté dans l'atmosphère que de matière. Ça, c'est une particularité du plastique. Si on utilise 100 tonnes de résine recyclée, on va émettre 18 tonnes d'équivalent CO2 parce que le plastique recyclé, il faut quand même faire tourner des camions, des usines pour broyer la matière, la laver, la regranuler. Mais ça en émettra moins. Donc là, vous gagnez peut-être 10 fois
l'impact carbone en utilisant de la matière recyclée. Et donc là, c'était exprimé en équivalent carbone annuel. Donc voilà, retenez, voilà, ce sera toujours plus intéressant de réduire à la source, réutiliser et puis tout à la fin recycler en termes d'efficacité. On arrive sur les dernières questions. Question clé numéro 10, c'est quelle solution génère le plus fort gain environnemental? Ah, j'ai peut-être une redite. Oui, excusez-moi, là c'est une erreur de ma part. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que cette règle des 3 R, vous pouvez aussi l'avoir au niveau de l'énergie. Voilà, donc si vous développez des produits qui consomment de l'énergie, bah, à nouveau, il vaudra mieux travailler sur de la sobriété. Donc par exemple, pour l'illustrer, pour la partie production, c'est si vous avez une consigne de chauffage à 23 degrés et que vous la baissez à 20 degrés, bah, vous allez renoncer à des degrés et donc vous allez être sur de la sobriété. Ensuite, vous pouvez travailler sur l'efficacité énergie, donc par exemple passer du fuel au gaz, qui émet toujours du carbone mais moins, et seulement à la fin, passer aux énergies renouvelables. Donc là c'est pareil, sur ce sujet, on peut des fois avoir le réflexe de je vais passer aux énergies renouvelables alors que j'ai même pas travaillé sur la partie efficacité énergie ou sobriété. Donc ça c'est vraiment des schémas très intéressants à retenir. Bon, schéma peut-être un peu détaillé, je ne sais pas si peut-être le détailler très rapidement. Ça c'est un exemple. Je fais de la sobriété dans mon entreprise de production. Ça va me permettre de gagner 12% en carbone et 4000 euros, donc là c'était dans le cas d'une PME. L'efficacité, ça va me ramener plus de carbone, et ça va me ramener plus d'argent. Et si je vais sur du renouvelable, je vais gagner beaucoup plus de carbone, par contre je ne vais pas gagner beaucoup d'argent. Et si ensuite en face on met tout ce qui est investissement, ça change à nouveau la donne. On peut du coup utiliser des indicateurs, mais c'est pas forcément courant aujourd'hui, de efficacité CO2 de l'investissement, c'est-à-dire des euros par tonne d'équivalent CO2 économisé. Donc dans ce cas-là, par exemple, donc le fait de mettre la température de consigne à 20 degrés au lieu de 23 degrés, par exemple, ça va coûter, par tonne de CO2 économisé, ça va nous coûter 9 euros. Le fait de passer une chaudière fuel à gaz, avec l'investissement et l'amortissement, chaque tonne de CO2 économisé va nous coûter 31 euros. Les énergies renouvelables, donc là par exemple c'était pompe à chaleur, bah là on va arriver sur du 200 euros la tonne de CO2 économisé. Donc là c'était plus pour répondre à la question qui manquait. Une fois que vous avez identifié les meilleures solutions d'éco-conception au niveau environnement, la dernière, enfin forcément, après vous rentrez en conception classique, faisabilité technique, économique, comment trouver les solutions qui seraient les plus efficaces au niveau carbone et au niveau financier. Bah là je dirais il faut remixer ces critères environnement avec des critères financiers classiques. Voilà, très rapidement, donc il est 15h30, moi je suis dans les temps. Si vous voulez, on peut avoir encore un petit temps d'échange si vous avez des questions. Et oui, je voyais que utiliser l'eau du robinet reste le mieux, tout à fait. Une entreprise me disait, on veut prendre les achats d'eau pour les salles de réunion comme exemple. Aidez-moi à trouver la meilleure solution entre l'eau en bouteille et l'eau consignée. Bah, la réponse que je leur ai donnée, c'est d'après les indicateurs carbone, c'est l'eau du robinet qui est le mieux. Donc voilà, c'est. Alors, je vois que main levée de Thibaut Mitcham. Alors voilà, je viens de vous envoyer la demande. Voilà, on doit pouvoir vous entendre. Bonjour, non, je pense que c'était une erreur. Ah oui, excusez-moi, j'avais une main levée qui s'affichait. Oui, vous m'entendez? Ouais. Oui, très bien. Allô? Ah oui. Vous m'entendez? Oui, c'est de nouveau Patrice Olives. Moi, j'avais une petite question, pas directement par rapport à ce qu'on a vu à la fin, mais par rapport à la stratégie qu'on peut avoir, nous, en tant que consultants ou même en tant qu'entreprise de consultants.
pour disons, être cheval de Troie ou amener quelque chose dans l'entreprise cliente pour mener vers ces réflexions Mhm. d'éco-conception. Voilà. Alors, ce qui peut être intéressant pour vous, ça peut être, comme pour toute entreprise qui, comment dire, euh, vous vendez des prestations, comment dire, d'expertise. Ce qui peut être intéressant, allons droit au but, c'est à un moment donné de pouvoir, d'une part, voir comment vous pouvez vous former en interne pour avoir un premier niveau de, comment dire, de connaissances sur ces sujets d'éco-conception, et ensuite, dans un deuxième temps, d'avoir une communication auprès de vos clients en disant, chez nous, chez XS Group, on s'est formé avec voilà, des experts, des consultants sur ce sujet, et aujourd'hui, on est en capacité de travailler avec vous sur ces sujets. Donc là, après, on est dans du marketing, donc il faut trouver le wording qui va bien, donc c'est-à-dire chez vos clients, chez qui ça commence à apparaître, chez eux, ils utilisent quel terme. Voilà, si dans un secteur, ce sera vraiment le côté impact carbone, bah, faut dire on est en capacité de vous aider à travailler sur des projets où on va optimiser l'impact carbone, mais peut-être chez un autre client, ce sera d'autres termes qui seront utilisés. Et ça, je pense pour vous, ça peut être un moyen de, de détecter, je dirais, sur vos marchés, quel peut être le besoin. Si vous ne faites pas ça, bah, vous aurez peut-être des infos clients, des demandes clients, mais qui seront peut-être ponctuelles ou que vous allez capter peut-être entre guillemets par hasard. Si vous arrivez à cette étape, qui est déjà un peu ambitieuse, d'avoir une communication un peu plus en push, ça peut être pour vous l'occasion d'aller détecter plus facilement ce type de client et qui du coup en retour pourrait vous détecter en disant bah tiens on a identifié que XS Group sur ce sujet émergent, ils ont déjà formé leurs équipes et nous-mêmes clients on a déjà du mal à comprendre ce qu'on veut ou ce qu'on fait et donc on va bah tiens on va s'appuyer aussi sur une ressource extérieure une ressource externe sur ce sujet. Voilà. Voilà ma Et réponse. en tant que concepteur, enfin, je veux dire, ou en tant que ingénieur en R&D dans une équipe, je sais pas, parfois on est confronté à des choix de solutions. Mhm. Est-ce que dans certains cas, ça peut être intéressant de faire enfin, je sais pas comment, à notre niveau, on peut faire des pré-études ou des choses sur des sujets où parfois on a le choix entre plusieurs solutions qui sont assez serrées sur d'autres critères, parce que je pense que de toute façon, aujourd'hui, si c'est pas pris en compte par l'entreprise, ça peut être que sur des choix qui sont très serrés de manière économique ou efficacité, etc. Mais dans certains cas, ça peut se présenter. Quels sont les leviers pour dire ah maintenant on pourrait regarder ce nouveau critère qui est Ah, l'efficacité environnementale. alors du coup, je connais pas votre quotidien, enfin vos missions au quotidien, mais du coup, ça me semble un peu périlleux, une approche comme ça, ponctuelle, impromptue, euh, parce que, encore une fois, ce type de sujet, euh, soit il est, enfin, ça fonctionne toujours mieux quand c'est impulsé, entre guillemets, par le haut ou par le client. Parce qu'à un moment D'accord. donné, ça nécessite quand même de l'organisation. euh, Enfin voilà, ça c'est mon retour. Puisque après, finalement, une des contraintes, et ça c'est aussi une question clé qu'on pourrait intégrer, que je voyais chez une entreprise en Alsace qui avait pas mal développé ça, c'était j'intègre de l'éco-conception dans mes processus de conception. Comment est-ce que je peux le faire sans ralentir le temps de développement en fait? Parce qu'on voit Oui, qu'on c'est on va ça, quand parce même, que c'est déjà souvent très tendu voilà, et du coup là on parler. voit qu'on C'est ça. rajoute des modules supplémentaires. Donc si à un moment donné c'est vraiment perçu comme étant bah attends là tu vas nous faire perdre ne serait-ce que 3 semaines dans le temps de développement, question clé, comment est-ce qu'on peut le faire comment dire de la manière la plus efficace sans que ça ralentisse le développement du produit. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné ça nécessite quand même pas, enfin ça nécessite quand même une certaine organisation. Donc si c'est pas le client qui ne serait-ce que commence à évoquer le sujet pour un projet que vous allez dérouler avec lui, voilà, je me dis que ce sera toujours plus efficace si c'est évoqué en amont, quoi. Si après vous êtes lancé dans le projet, je vois pas trop comment ça peut apparaître comme ça de manière impromptue. Parce Oui, que forcément, voilà, forcément, dire moi je suis client, je vais avoir
mais si vous partez d'un bon sentiment, je vais avoir la crainte de on va ralentir le processus de développement, j'ai déjà énormément de contraintes à gérer, enfin oui. Mais d'où l'idée, si vous avez une solution ambitieuse, c'est de dire comment dire, vous suivez, même si c'est on va dire un temps de formation qui peut être condensé, hein, et ensuite vous êtes en capacité de communiquer auprès de votre client. Nous sommes en capacité de travailler avec vous dans le développement de vos projets en ajoutant cette, on va dire, cette composante bas carbone. Donc là, il faut récupérer, je dirais, les mots-clés utilisés par les clients en fonction des marchés. Ça peut vraiment vous donner l'occasion d'avoir un client qui va dire, bah, tiens, justement, j'ai vu que vous faisiez ça, bah, on en profite, on va essayer de le tester sur ce projet. Ok, donc ensuite, il faudra quand même prévoir un peu de ressources pour travailler sur le sujet. Et vous allez retourner à la même situation qui est, bah tiens, là, en phase R&D, il peut y avoir des variations, il peut y avoir des gains environnement qu'on peut commencer à estimer, comment est-ce qu'on rajoute cette composante. Et là, on va dire, ça va mieux se passer, quoi. Mais je pense que voilà, pour vous, ça peut être une carte à jouer pour, comment dire, vous permettre de détecter si chez certains de vos clients ou prospects, c'est quelque chose qui commence à apparaître. Si ça apparaît et que vous arrivez à vous en emparer, ça devient un début d'avantage concurrentiel pour vous. Si vous communiquez, mais qu'au bout de, je sais pas, 6 mois, 1 an, bon, il n'y a aucun retour, ou les retours que vous avez, au bout d'1 heure de discussion, ça s'arrête, bon, bah, ça veut dire que, question numéro 1, vous avez une majorité de vos clients qui ne sont pas dans une dynamique pour bouger sur ces sujets. Donc là, bah, là, vous y pouvez rien, quoi. Ça, c'est, je dirais, le premier cas de figure. Soit alors, vous voulez aller plus loin, vous voulez influencer vos clients, mais là, je dirais, vous le faites déjà en communiquant vers eux que vous êtes en capacité d'intervenir sur ces sujets. Et en effet, à voir comment, quand vous communiquez sur ça, qu'est-ce que ça génère comme retour en face. Et là, ce serait intéressant pour vous de pouvoir échanger sur les retours clients par rapport à ce type de proposition. Et donc, je pense que c'est là où ça vous permettrait d'avancer. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, communiquer sur votre capacité, sachant que il faut pas, comment dire, il faut pas vous mettre non plus une pression énorme, c'est-à-dire que le fait de dire ça, ça ne veut pas dire que vous avez 15 ans d'expérience en éco-conception, vous avez tous les logiciels d'ACV, vous savez forcément éco-concevoir le produit du client en un claquement de doigts. Ça veut dire que vous avez commencé comme le client à un peu vous renforcer sur ce sujet. Voilà, vous pouvez rester humble dans la communication, quoi. Donc ça, c'est sur le deuxième sujet, communiquer sur le fait que vous pourriez fournir ce type de compétences. Et pour le premier niveau, sur ce côté formation à l'éco-conception, bah aujourd'hui, en effet, il existe des formations où je dirais même en 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous allez déjà suffisamment monter en compétences pour avoir du répondant si vous vous retrouvez à travailler avec un client sur ce sujet. Ça, c'est aussi un élément important à avoir en tête, c'est que voilà, l'éco-conception, ça ne veut pas forcément devenir un comptable expert en carbone, c'est-à-dire maîtriser tous les logiciels, toutes les bases de carbone, etc. Ça veut dire bah, savoir en particulier bien traiter ces 11 questions clés ou ces 20 questions clés, quoi. Et pour être franc avec vous, c'est vrai que pas mal d'entreprises qui peuvent des fois avoir ce type d'envie se retrouvent des fois assez rapidement perdues parce qu'elles ne savent pas par où commencer. Et donc c'est vrai que si elles ont la capacité à travailler avec un prestataire comme vous, ça peut vraiment être un facteur clé de succès pour elles, quoi. Oui, c'est plus souple. Voilà, c'est plus souple. Et puis même vous pourriez avoir ce rôle comment dire, d'être pragmatique à toutes les étapes.
Quand je dis pragmatique, voilà, c'est si à un moment donné, il faut faire une photographie impact carbone, et puis vous voyez le client qui part jusqu'à compter le nombre de boulons et de vis dans le produit, dire bah, attention, quel niveau de détail on veut, parce qu'on va pas passer 8 jours à mesurer chaque boulon. Voilà, soyons pragmatiques. Et en fait, il y a souvent un manque de pragmatisme au niveau de ces démarches éco-conception. Et des fois, des entreprises qui se lancent et qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas réussi à être efficaces, en fait. Donc voilà, donc mon retour. Ok, merci. Voilà, si vous avez d'autres questions et remarques. Après, pour la suite, je dirais, donc là, moi, dans le courant de l'année, on va aussi programmer des webinaires ouverts entreprises, où on va réaborder ces sujets d'une autre manière un peu différente. On pourra également vous diffuser les invitations si ça vous intéresse. Très bien. Voilà, sachant que pareil, petite information au niveau cofinancement et co-conception, il y a pas mal dans le cadre de la relance verte de financement disponible sur ces sujets. Donc ça peut être aussi un coup de pouce. C'est bon à savoir. Monsieur Seblo, je vous remercie. Je voulais passer Ah oui, alors je vous entends plus très bien. personnes qui ont suivi le webinaire, c'est quoi, si ça a fait écho en vous, si vous avez envie de, peut-être même que ça parle et qui ont envie de peut-être de. Ah, je vous entends 1 sur 5. S'engager dans cette voie ou proposer des choses à leurs clients ou de faire des formations, qui n'hésitent pas. Ouais, très bien. Bah du coup, comment dire, je vous enverrai les invitations pour des prochains webinaires. Et là, je vous entends pas trop, mais du coup, en effet, moi, je suis à votre disposition si vous voulez continuer ces échanges sur comment dire, le développement de l'éco-conception au sein de XS Group pour vos différents clients. Très bien. S'il vous plaît, moi j'aurais encore une question. Ah oui, allez-y. Oui, voilà, vous parliez à un moment des effets de transfert entre une solution A et une solution B sur les émissions. Et moi, je voulais savoir, alors c'est peut-être pas à votre échelle, mais est-ce que vous savez s'il y a des études qui sont faites au niveau de certaines normes? Alors pour remettre dans le contexte rapidement, moi par exemple, je suis ingénieur donc en électronique et il y a notamment les normes sur la consommation électrique des appareils, notamment en veille. Et je voulais savoir, c'est une étude qui fait sur ces impacts-là de ces normes, parce que pour donner un exemple, il y avait à un moment donc une norme qui limitait la consommation de certains appareils à 0,5 watts en stand-by, on va dire, en veille, et qui parlait de la diminuer à 0,3 watts. Et je voulais savoir, du coup, s'il y a des études là-dessus qui sont faites sur les impacts, puisque, pour avoir eu l'exemple, moi, ça posait des gros problèmes où on devait, par exemple, sur certaines cartes, rajouter des composants spécifiques qui, justement, on va dire, avaient un meilleur rendement sur des très basses consommations. Parce que là, quand on parle 0,5, 0,3 watts pour des appareils qui vont consommer plusieurs kilowatts en fonctionnement, du coup, ça demandait des composants en plus, donc c'est-à-dire une extraction de matières premières en plus pour faire ces composants, logistique pour transporter ces composants, plus la fabrication, plus de masse, etc. Est-ce que vous savez s'il y a voilà, des études qui sont faites là-dessus pour valider ou non l'effet de ces changements de normes? Ou est-ce que Oui, vous alors avez eu un client qui a peut-être demandé une étude justement là-dessus pour voir si ça pouvait apporter vraiment quelque chose? alors est-ce que c'est dans le cadre de la réglementation ERP, Energy Related Product?
qui est comment dire, une réglementation européenne sur tout ce qui est produit qui consomme de l'énergie. Si c'est le cas, normalement ces réglementations elles sont basées en amont par la réalisation justement d'analyses de cycle de vie pour indiquer le fait de réglementer la consommation d'énergie de tel ou tel appareil génère ou pas des transferts d'impact. Mais après, par rapport à votre deuxième question, est-ce que je connais des études spécifiquement là-dessus? Non, après, il faut regarder. Je rebondis, il y a aussi, vous parliez de normes, en fait, enfin je vous l'ai pas dit, je veux pas vous asséner tout ça, mais il y a aussi beaucoup de normes derrière qui sont développées autour de tout ce qui est bilan environnement. Et donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Mais là, dans votre cas, votre question précise, c'est quoi? C'est est-ce qu'il existe des études disponibles pour voir l'intérêt de ce type de modification, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Si vous avez, je sais pas, des références d'études qui montrent les bénéfices ou non de ce genre de Mhm. changement de norme. Bah, je regarderai, je peux prendre votre nom, prénom, puis comme ça j'aurai vos coordonnées. Et donc, vous êtes, ce que j'ai des fois, ah, c'est monsieur Charlie Bastien, c'est ça? Oui, Ok, bah du coup j'ai votre adresse mail. Donc en effet, je vais regarder, est-ce que c'est dans le cadre d'une réglementation ERP Europe et normalement, en fouillant bien sur certains sites, on peut accéder à des études de 400 pages faites en amont de ces réglementations et dans lequel on peut retrouver ce type de bilan, comment dire, de bilan À la environnement, quoi. limite, à la limite, si je peux ajouter un petit truc, je sais pas si on m'entend toujours. Oui, Oui, il y a le Shift Project qui a publié l'année dernière, fin d'année dernière, un rapport sur les impacts du numérique. Et dedans, normalement, il y a aussi pas mal de sources sur des études qui ont été réalisées justement sur les impacts. Et donc, forcément, ça se base aussi sur les différentes normes. oui, alors après voilà mais là pour ah oui, du fonctionnement d'appareils en veille, oui, ça peut rentrer dans la partie en effet, comment dire, box, mais enfin, Freebox, Livebox, etc. Mais ouais, pourquoi pas, ça peut être une source. Mais donc en effet, voilà, il y a aussi beaucoup de bibliographie sur ce type de sujet. Donc c'est vrai que parfois il faut aussi réussir à aller récupérer la bibliographie qui a déjà été faite sur le sujet et qui peut des fois donner un certain nombre de débuts de réponses. Mais bon voilà, donc en tout cas vaste sujet, et puis bah, vous l'aurez compris que si dans les 10 à 20 ans on n'arrive pas à être très performant sur l'éco-conception des produits et des services, bon ben c'est inquiétant pour l'avenir, mais bon, ça voilà, on va rester optimiste, c'est bientôt le week-end. Ok, donc je note votre adresse mail personnelle. Très bien, alors si vous avez plus de questions, eh bien, je vais du coup pouvoir terminer ce webinaire et puis vous remercier encore une fois pour ces échanges et puis à voir voilà, si ça vous amène à développer des projets sur ce sujet. Merci à vous et bon week-end à tous. Merci, merci beaucoup et bon week-end. merci, au Au revoir. revoir. Week-end.